Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va discuter d'un livre qui s'appelle Lost Lambs de Madeleine Cash. Et un petit disclaimer, c'est pas une attaque personnelle contre elle ou contre son livre, c'est plutôt une analyse pour essayer de comprendre ce qui est vrai et ce qui est peut-être faux dans tout ce qui a été dit autour de cette sortie et essayer de comprendre sa success story, vraiment son succès, de l'analyser et de s'interroger sur est-ce que c'est quand même possible de percer de manière organique. Le 13 janvier dernier de cette année, le 13 janvier 2026, le roman Lost Lambs de Madeleine Cash est sorti. C'est son premier roman et soudainement, au moment de sa sortie, il y a eu des tas d'articles qui semblaient un peu coordonnés, qui sont sortis sur tous les plus gros médias littéraires américains. Il y a eu le New York Times qui a parlé de son livre le jour même de la sortie, faisant tout un article seulement sur ce livre, ce qui est quand même énorme pour quelqu'un qui publie son premier roman. Le 21 janvier 2026, il y a eu un article, ce coup-là, du New Yorker, qui n'est pas la même chose que le New York Times, je vous le mets ici, qui parle d'un premier roman qui parle de la quête de la jeunesse éternelle. Dans cet article, sa prose est décrite comme une prose vivante et légère, empreinte d'un humour décontracté. C'est un article assez élogieux à son propos. Un article dans The Guardian qui parle d'une comédie très intelligente à propos de notre ère des théories du complot. Qu'est-ce qui s'est passé pour une autrice qui sort son premier roman? Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un seul coup, tous les plus grands médias américains fassent des articles dédiés à son premier roman? C'est une stratégie marketing publicitaire qui est normalement réservée à des auteurs de très grande envergure. C'est très bizarre que ça arrive avec une autrice qui n'est pas encore connue. C'est le livre de début 2026 duquel tout le monde parle, donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Avant de commencer l'analyse, il faut d'abord que j'explique un terme qui va être utilisé, je pense, plusieurs fois pendant cette vidéo, c'est le terme de industry plant. Industry plant, ça veut dire plante de l'industrie. C'est un phénomène qui vient d'abord du monde musical et qui réfère à des artistes qui auraient été plantés là par l'industrie avec une façon de grandir qui n'est pas organique mais plutôt très organisée. C'est des artistes derrière lesquels se cachent souvent des labels qui ont un besoin marketing très précis et qui vont un peu planter ces artistes-là pour qu'ils grandissent un peu plus rapidement que les autres, si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, ce terme, il est arrivé jusqu'au monde littéraire et beaucoup de personnes suspectent Madeleine Cash d'être une industry plant, d'avoir été plantée là par l'industrie du livre, notamment par sa maison d'édition qui est Doubleday. Pas mal de gens sur Internet suspectent que sa maison d'édition l'a plantée là pour un besoin particulier et on va essayer de le comprendre. Bien évidemment, par où j'ai commencé? J'ai commencé par lire le livre. Donc le livre parle d'une famille américaine qui s'appelle la famille Flynn. Les deux parents ouvrent leur mariage et cela crée des dégâts dans la vie de leur fille. Donc on va suivre les activités et la vie de ces trois filles, de ces trois sœurs, suite à l'ouverture du mariage de leurs parents et également suite à leur recherche internet et leur vie en ligne qui va énormément développer leurs aventures. Dans le livre, ça parle aussi de théories du complot et de millionnaires de leur commune, de leur ville, qui a des activités très suspectes. Donc il y a toute une aventure un peu politique aussi qui se dessine, à laquelle la famille va se lier. Ça parle vraiment d'une famille dysfonctionnelle, de trois sœurs, à l'ère d'internet et de tout ce que ça peut faire comme déboire par la suite. Le livre est bien écrit. Je trouve qu'il n'y a aucune phrase superficielle. Toutes les phrases sont vraiment courtes, bien écrites, réfléchies, utiles et bien travaillées. Il y a eu beaucoup de travail de relecture, je pense, sur ce livre pour l'éditer au maximum pour que sa lecture soit simple. On a envie de tourner les pages, on a envie de suivre l'histoire de cette famille. Ça parle aussi de manière surprenante, de petits insectes qui s'appellent les gnats, des moucherons. Ça me le traduit comme moustique, mais c'est pas moustique, c'est des petits moucherons. Et en fait, il y a toute une analogie avec les moucherons qui sont un peu partout et qui... On n'arrive pas à les tuer, mais ils montrent un peu les choses qui sont en train de pourrir, vous voyez. Et il y a tout un travail de la langue et de jeu de mots avec ce mot gnat, elle transforme des mots. J'ai trouvé l'écriture de ce livre assez rafraîchissante. L'internet et toutes les activités qui se passent sur internet sont vraiment bien intégrées et n'alourdissent pas la lecture. L'intrigue était quand même bien construite. Vraiment, on sent que ça monte, on sent que ça prend aussi. Et j'ai trouvé surtout le point de vue très original. Le point de vue et même l'histoire un peu en général m'a beaucoup fait penser au roman The Virgin Suicide de Jeffrey Eugenides, dans le sens où dans The Virgin Suicide, on a le point de vue de plein de petits garçons non identifiés
qui vont suivre les aventures de plusieurs sœurs dans une famille. Ils les observent par les fenêtres, dans leur maison, de loin, dans la rue, dans l'école. Mais on ne sait jamais qui parle. Et dans ce livre-là, c'est pas exactement pareil. On suit des points de vue externes vraiment différents, mais ça change tout le temps au sein même d'un chapitre. Et c'est pas que les membres de la famille. On a le prêtre, voilà, ça bouge continuellement. Et du coup, ça rend le livre encore plus rapide et encore plus facile à lire d'une certaine manière, parce que le point de vue fait que de sauter et ça avance. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Toutefois, j'ai quand même trouvé que ça restait assez superficiel. La fin m'a un peu déçue, je trouve qu'elle manque un peu de poids par rapport à tout ce qui se passe. Quand il se passe des choses, il doit quand même y avoir des conséquences et ça m'a manqué de conséquences quand même à la fin. Et je trouve que ça effleure beaucoup de sujets, mais que ça reste quand même en surface, notamment des sujets comme des personnages stupéfiants et terrifiants qui font beaucoup écho à l'affaire Epstein en ce moment et pour lesquels du coup il y a très peu de conséquences. Pareil dans le lien entre les sœurs, dans leur quotidien. Il y a l'air d'avoir des choses graves mais c'est jamais si grave. Il y a jamais à manger et en même temps ça a aucune conséquence. C'est un livre qui fonctionne, c'est un livre qui clique, la langue elle est bien, c'est frais, ça intègre l'internet. Toutefois, ça manque peut-être un peu de profondeur à mon goût. Voilà, c'est mon analyse de Lost Lambs. Je suis encore très nouvelle à faire des analyses littéraires, donc je ne sais pas encore très bien comment faire ça. Donc voilà, je vous partage mon avis le plus sincère et le plus frais possible. On va maintenant parler de tout ce qui s'est passé autour de ce livre, parce que dans cette vidéo, c'est surtout ça qui nous intéresse. Donc comme je vous le disais, son livre, il est sorti au mois de janvier. Et pendant 2 mois, tous les plus grands médias américains ont fait des articles dédiés à son premier roman, jusqu'à ce qu'elle obtienne un article dans The Paris Review. Elle a eu l'honneur d'écrire un article pour cette revue au moment de la sortie de son livre. C'est normalement quelque chose qui correspond au pic de la carrière de quelqu'un. Notamment dans cette revue, il y a eu les auteurs Ernest Hemingway, T.S. Eliot, Joan Didion, Toni Morrison, etc. C'est ce genre de choses qui a fait attirer l'œil des internautes et se poser la question qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a tant d'honneur? Qu'est-ce qui est en train de se passer autour de cette autrice? Les gens se sont demandé, est-ce que son équipe commerciale et son équipe marketing a fait un excellent boulot ou est-ce qu'elle est, une fois de plus, la preuve qu'il y a une autoroute un peu dorée pour certains types de jeunes auteurs et jeunes autrices? Alors, le passé de Madeleine Cash, il est un peu ambigu parce que il y a 2 chants de sirène, il y a 2 histoires un petit peu. Il y a celle que elle raconte. Dans plusieurs interviews, elle parle d'une enfance dans la classe moyenne américaine. Elle a grandi dans la vallée, en Californie. Et ensuite, quand on continue un peu plus tard dans sa vie, elle dit au moment où mon livre a été repéré par un agent et où j'ai eu mon deal de publication, elle travaillait comme tout le monde et que du coup, elle n'est pas du tout une nepo baby ou une industrie plante. Au moment de la sortie de son livre, elle travaillait pour une entreprise qui s'appelle Jack in the Box et elle écrivait des slogans publicitaires en tant que conceptrice, rédactrice, donc copywriter, pour des burgers, des nuggets, etc. Donc voilà, c'était son job au moment de la sortie. Donc elle dit que c'est complètement du non-sens et il y a même un article dans lequel elle dit moi je comprends pas, je viens de la classe moyenne et c'est vraiment une théorie du complot des internautes de dire que je serais une industry plant. C'est marrant parce que son livre il parle beaucoup de théorie du complot, donc le fait qu'elle amène ça, ça rajoute un petit côté un peu méta à toute son aventure. Toutefois, quand j'ai fait mes recherches, elle a pu aller à une université américaine qui s'appelle Sarah Lawrence University. Et cette université, elle est listée dans un article qui sort à peu près au moment auquel elle serait rentrée dans cette université comme l'université la plus chère des États-Unis. Rien que ça. C'est-à-dire, comment quelqu'un de classe moyenne, de mère célibataire, se retrouve dans une des universités ou voire l'université la plus chère des États-Unis au moment où elle devrait pas avoir une thune. D'ailleurs, le système américain, du coup, j'ai continué à me renseigner, il ne permet pas de faire des crédits, normalement, qui sont plus gros que la première année de revenus qu'on pourrait faire en sortant de ce diplôme d'université. C'est-à-dire qu'elle est allée à l'université pour faire un MFA, c'est un Master of Fine Arts, donc elle a étudié les arts et notamment l'écriture. Et quand on regarde des salaires dans l'écriture, peu importe ce que ça pourrait être, à la sortie d'un diplôme, on peut envisager, si on est extrêmement chanceux, des salaires de 40 000, 50 000 dollars par an. C'est-à-dire qu'elle aurait pu maximum emprunter cette somme-là. Et là, notamment, son master aurait coûté au minimum 100 000 dollars si elle les faisait que 2 ans, sachant qu'a priori, il y en a eu 4. Et ça, j'ai pas réussi à le confirmer, mais c'est confirmé qu'elle a bien graduate, elle est bien sortie de cette école
en 2018. Donc déjà la grosse question, comment est-ce que c'est possible? Ensuite, avant même de signer le deal de sa publication, elle était déjà repérée par je sais pas qui, a priori peut-être son agent, et elle a eu l'honneur et le privilège d'être envoyée dans un château en Italie pour peaufiner son manuscrit. Rien que ça. C'est une résidence de luxe qui s'appelle la Fondation di Trapano. Donc, bon, encore une fois, ça me fait lever un sourcil, ça me fait poser question. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, elle raconte avoir signé son deal très rapidement, en une seule soirée. Et c'est fait avéré que son deal a été signé en 36 heures par sa maison d'édition. C'est pas du tout la norme. Normalement, ça met plusieurs mois, voire des années. Donc là, 36 heures, parce qu'elle aurait cherché partout dans une fête à New York. Elle aurait chassé cet éditeur qu'elle voulait absolument. Et elle l'aurait trouvé à la fête. Et elle aurait réussi à lui faire lire son roman. Et il l'aurait très rapidement rappelé pour signer. Autre fait intéressant, elle avait déjà des contacts avec son agent littéraire. Donc l'agent littéraire, c'est normalement ceux qui aident à négocier pour toi, à envoyer tes manuscrits aux maisons d'édition, à parler aux maisons d'édition, etc. Elle avait déjà un agent littéraire, elle connaissait quelqu'un à qui elle a réussi à faire lire, dans un des articles elle explique, son roman en entier. Elle l'a un peu forcé, au début il n'était pas très intéressé, mais il a fini par le faire et par la rappeler. Donc un agent littéraire rien qu'à la maison Inkwell, qui est une très très grosse maison littéraire américaine. Pour vous expliquer, dans le New Yorker, chaque année ils font une revue avec les livres de l'année qu'on vous recommande de lire. Et donc en 2025, sur 122 recommandations de livres, rien que 11 étaient des auteurs signés à la maison Inkwell Management, voilà, l'agence d'agents littéraires. Pour vous expliquer les chiffres, normalement, un agent littéraire américain, on va dire, dans une grande maison, reçoit entre 200 et 500 manuscrits par mois. Et ensuite, il va en lire environ 1 à 4% en entier. Il va y avoir 0,01% de deal fait finalement à la fin. Il y a très très peu de chances statistiquement pour déjà tomber sur un agent qui va lire votre roman en entier et encore moins pour vous signer derrière. Les agents en général prennent entre 2 et 4 nouveaux auteurs par an sous leurs ailes. Niveau chiffres, ce qu'elle a réussi à faire, c'est quand même assez spectaculaire. Après, il y a certaines choses qui peuvent l'expliquer. Déjà, son roman, il est bien écrit. Ensuite, elle avait un magazine littéraire qui s'appelle Forever Magazine qu'elle avait monté avec une copine qui a un MFA à Columbia University. C'est le master d'écriture créative le plus cher et le plus connu des États-Unis. Quand on va dans des écoles comme Sarah Lawrence ou Columbia University, en fait, on fait des présentations, des thèses à la fin qui sont présentées devant les plus grands agents littéraires, les plus grandes agences littéraires. Les agents littéraires, new-yorkais notamment, là, parce que c'est 2 écoles qui sont vers cette ville, chassent les listes d'alumni d'anciens écoliers de ces écoles. Et donc, ils cherchent souvent des nouveaux auteurs, des lectures sur ces listes d'anciens élèves. Voilà, donc toutes les deux, avec son amie Annika, elles ont monté le Forever Magazine, qui était un petit magazine littéraire qui a fait quand même beaucoup de bruit dans leur milieu, quand même une petite bulle assez fermée new-yorkaise. Et donc ça, je vais dire que c'est quand même du travail et c'est un choix intelligent. C'est quelque chose qu'elle a fait en même temps que son travail dans l'entreprise de slogan. C'est super. Bien sûr, si tu veux publier un livre, ça va t'aider d'avoir créé un magazine littéraire par le passé, d'avoir été en commun avec beaucoup d'auteurs qui ont aussi écrit des articles pour ton magazine littéraire, etc. Dans les auteurs, il y avait quand même des anciens contacts de l'université de Columbia, de sa co-partenaire. Voilà, il y a quand même des petits contacts qui aident. Elle a créé ce magazine littéraire. Ça a pu l'aider à se faire remarquer par des agents littéraires. C'est peut-être aussi l'école dans laquelle elle est allée qui l'a aidée à se faire remarquer, à avoir le contact même de cet agent littéraire. On en est là. Elle a fait cette école. Elle a fait ce magazine littéraire. Elle a eu ses contacts d'agences littéraires puis de maisons d'édition. Un deal a été signé. C'était un deal à 3 figures directement. C'était un deal énorme pour une première autrice. Elle a signé un contrat pre-empt. Ça veut dire que elle a signé un contrat directement avec une seule maison d'édition avant que son livre aille aux enchères.
Dans un interview, elle dit qu'elle voulait vraiment absolument cette maison d'édition parce qu'il y a plusieurs auteurs au sein de cette maison d'édition qu'elle admire énormément. Elle ne voulait travailler qu'avec eux. Mais c'est quand même une marque de confiance énorme pour une primo-autrice parce que ça veut dire que la maison d'édition met un prix très élevé dès le départ pour être sûre de l'avoir et qu'elle dise oui et qu'elle ne parte pas aux enchères avec d'autres maisons d'édition avec son livre. Et en plus de ça, elle a signé un six-figure deals contract. Elle a signé un contrat à 6 chiffres. Donc ça veut dire entre 100 000 $ et 999 000 $. C'est énorme. La majorité des auteurs touchent entre 5 000 et 15 000 € au moment de la signature. Mais déjà, c'est beaucoup. Je connais les auteurs qui ont touché moins. Ça me pose la question, pourquoi avoir misé tant d'argent sur une première autrice alors qu'il y a des tas d'auteurs qui vivent sous le seuil de la pauvreté ou qui n'arrivent même pas à vivre de leur écriture? C'est quand même un coup de poker, un choix très significatif de la part de la maison d'édition. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a été une stratégie marketing très très forte par rapport à l'envergure de cette autrice. Notamment dans cette stratégie, il y a eu toutes les sorties d'articles en simultané sur les 2 mois de la sortie, mais il y a eu également toute une série d'affichages publicitaires dans les rues, qui est quelque chose qui se fait pas vraiment normalement pour des premiers auteurs, encore une fois. Madeleine Cash a elle-même parlé également dans un article d'un certain media training, que sa maison d'édition l'a entraîné à répondre aux questions des médias. C'est aussi quelque chose qui a fait tiquer les internautes et qui est assez étrange. Normalement, on prépare pas les primos auteurs à répondre aux questions des médias. On l'a même préparé à répondre sur des questions concernant le conflit en Ukraine. Enfin, c'est fou, c'est lunaire. Et enfin, finalement, il y a eu tout ce marketing autour de la génération Z. Et c'est là où les gens ont commencé à se dire « c'est peut-être une industrie plante parce qu'il semblerait que son livre il a été choisi pour répondre à un besoin qui est très important dans les maisons d'édition en ce moment, c'est de toucher les plus jeunes générations qui achètent et qui lisent moins que les anciennes. » Et c'est un souci que toutes les maisons d'édition ont, beaucoup de maisons d'édition ont, mais notamment Doubleday, qui a vu une chute de ses profits de 12% en 2025. C'est une maison d'édition qui avait besoin d'être sur la pente remontante et qui a cherché à toucher la génération Z, notamment avec un roman qui parle d'Internet. Ça peut sembler intéressant, avec des couvertures assez naïves. Ça, c'est la couverture que j'ai trouvée en Allemagne, mais la couverture originale, je vous la mettrai ici, c'est un dessin un peu naïf du type doodling, un peu, voilà, un petit dessin d'enfant. Il y a eu tout un packaging un peu qui est venu avec elle. Madeleine Cash, elle avait le profil idéal puisqu'elle a un peu ce tampon de cool, puisqu'elle a monté ce magazine littéraire Forever Magazine, qui est un magazine quand même très hype, très cool dans la bulle un peu new-yorkaise dans laquelle elle est, avec une esthétique visuelle très intéressante, très jeune, très internet. Et son livre parle aussi de thèmes assez Gen Z, de théorie du complot, d'internet, d'ouverture du mariage. Donc il y a quand même des sujets qui pourraient intéresser les jeunes. On peut lui créer ou continuer de développer son profil aussi un peu hit girl grâce à son magazine littéraire. C'est un profil qui peut être très intéressant pour continuer de développer leur marché Gen Z, essayer de remonter la pente niveau profit. Et aussi quand même une autrice et une metteuse en scène très très connue, Lena Dunham. C'est celle qui a créé et écrit la série Girls, qui apparaît sur la couverture du roman avec A Voice Like No Other, une voix pas comme les autres, comme aucune autre. C'est un tampon d'approbation énormissime pour n'importe quel auteur ou autrice, vraiment, parce que c'est une personnalité très très connue, et une personnalité connue pour un genre très spécifique, de jeunes femmes, de jeunes filles, voilà, et donc c'est un peu le tampon pour une génération d'artistes. Tout ça, ça fait dire que c'était une campagne quand même assez folle pour une primo-autrice. On va passer à la partie danger. Qu'est-ce que ça veut dire toute cette histoire ? Pourquoi j'en parle ? Pourquoi ça m'énerve un petit peu et ça me rend un peu triste ? Cette histoire pour moi, et là c'est vraiment mon point de vue très personnel, cette histoire elle me fait de la peine parce qu'elle prouve que l'argent offre des contacts. Que ça soit à 100% le cas pour Madeleine Cash ou pas, je pourrais jamais le savoir, mais en faisant toutes ces recherches, j'ai quand même bien vu que les grandes écoles, Columbia University, Sarah Lawrence, ils avaient des cours en one-on-one avec des agents littéraires américains. Les agents littéraires venaient à leur fête de fin d'année, à leur
je sais plus comment ils appellent ça, mais voilà, ils font une présentation de leur thèse, de leur roman sur lequel ils ont travaillé, de certains textes. Et c'est pareil d'ailleurs pour le côté art contemporain. Ils font pas que des masters en écriture créative, ils font aussi des masters d'art. Et il y a le droit à des petits shows privés, voilà, dans des galeries avec les agents qui viennent spécialement pour ces anciens élèves qui ont le tampon de cette école. C'est des gens à qui on va donner plus d'une chance, ou alors une énorme chance marketing dès le départ, qui ne sera pas donnée à d'autres auteurs, avec une provenance un peu plus humble. Et c'est pas que je le savais pas, que l'argent donne accès, littéralement. Mais c'est que c'est décevant d'analyser un exemple, aussi frappant. Ça me fait penser et ça me fait dire, ok, mais est-ce qu'il reste encore un chemin ? Parce que les pourcentages sont tellement infimes, c'est ça qui me terrifie, les pourcentages de réussite de gens qui vraiment terminent un manuscrit, qui est déjà une chose extrêmement difficile à faire, et je sais ce que je raconte parce que ça fait 7 ans que j'essaye et que je n'y arrive toujours pas. C'est en cours, mais c'est pas la question, c'est extrêmement difficile de terminer un manuscrit, encore plus pour les gens qui n'ont pas le privilège du temps. Et un master comme ça, qui coûte extrêmement cher pour se concentrer sur l'écriture créative, ça offre du temps et des compétences et surtout, a priori, comme on a vu dans ce cas-là, des contacts. Donc voilà, c'est extrêmement difficile pour les gens qui n'ont pas le privilège du temps d'écrire. Et alors pour ceux qui en plus se battent et travaillent probablement plus dur que d'autres pour terminer leur manuscrit et qui réussissent à l'envoyer, les chances d'être lus sont tellement petites si on n'a pas le CV qui va avec, et encore moins les chances d'être publié. Moi, c'est ces chiffres-là qui me terrifient et qui me font me poser la question, est-ce qu'il reste encore un chemin pour les gens ordinaires ? C'est aussi dangereux pour le monde littéraire de prendre ce genre de décision et de pousser avec un marketing si fort, une machine marketing si forte, ce genre de profil et toujours ce genre de profil, parce que ça crée une seule voix. On entend une seule classe parler, on n'entend pas les autres, et les seules fois où on les entend, c'est souvent du misery porn, c'est du porno de la misère. Si vous voulez parler, alors allez-y, racontez votre misère, faites pleurer dans les chaumières, racontez les détails croustillants et atroces de vos enfances, et là on vous écoutera peut-être, et sinon il y a très très peu de chances que vous soyez pris au sérieux. C'est quand même dommage. Ici, je trouve que c'est quelque chose qui se voit aussi dans son roman. C'est un roman qui reste quand même assez superficiel et qui rentre pas en détail dans les thèmes. Ça se voit que c'est un roman qui a été très préparé, qui se voulait d'un certain genre, mais c'est pas un roman qui sort des tripes, c'est un roman réfléchi. C'est très bizarre pour un premier roman d'ailleurs, c'est assez rare je trouve. Et donc c'est intéressant, c'est bien réussi, c'est bien formé, c'est un petit puzzle qui est bien rentré ensemble, toutes les pièces sont bien rentrées. Elle dit d'ailleurs qu'elle l'a beaucoup préparé, ça fait des années qu'elle était dessus, qu'elle a fait la timeline en post-it. C'est un roman qui a été travaillé, mais c'est un travail d'école, vous voyez. C'est pas un roman qui sort des tripes. Là, on risque de voir une littérature de mode, et c'est un peu ce à quoi me fait penser son roman. C'est un peu de la littérature de mode, plus qu'une littérature d'art, de réflexion, d'histoire, de voix. C'est un danger pour nos démocraties, qui sont de moins en moins des méritocraties qu'ils n'ont jamais été, honnêtement. C'est dommage parce que une démocratie qui fonctionne bien, je vous mettrai en lien un interview avec un professeur de Yale qui a écrit un livre sur la méritocratie. Voilà, c'est Daniel Markovits qui a écrit The Meritocracy Trap. Dans son interview, il explique que si la méritocratie est cassée, la démocratie ne va pas bien, parce que dans une démocratie saine, les gens ordinaires devraient tous avoir autant de chances de réussir que les gens extraordinaires. Si toutes les nouvelles voies choisies par les agents littéraires et par les maisons d'édition viennent des mêmes universités, des mêmes écoles, des mêmes milieux, on n'aura pas de diversité des voix et des classes dans les lectures qu'on fait. Et c'est bien dommage. Ici, Madeleine Cash, c'était pas vraiment le sujet, c'était plus la machine médiatique qui va autour de sa sortie. Je remets pas en question son talent, mais je remets en question la manière avec laquelle son roman a émergé et le tour de force marketing qui a été fait autour. Et c'est là où moi j'ai du mal à entendre un peu son discours de classe moyenne, son discours de « je ne suis personne, c'est une théorie du complot, que je suis une industrie plante ». Il y a quand même eu un travail marketing énormissime et hors norme
autour de cette jeune autrice. Et aussi sa manière de nier toute suspicion d'être une industry plant dans des entretiens, dans des interviews. Je trouve ça quand même un peu dangereux de jouer le jeu de « je viens de la classe moyenne », je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire « c'est une théorie du complot, tout le monde peut y arriver » Is it? Can everybody? Tout le monde ne sort pas de Sarah Lawrence. Je crois pas. Tout le monde ne peut pas forcer un agent littéraire d'une grande maison américaine à lire son roman. je ne crois pas. Et donc pour la dernière partie de la vidéo, je voulais parler de comment faire si on est ordinaire. Parce que vraiment le message il est là en fait. Tout le début de la vidéo c'est un constat. C'est une analyse, on a été creuser un peu plus que les petites phrases qu'elle a pu dire en interview pour essayer de délier cette idée qu'elle n'est pas du tout une industry plant, j'y crois moyen, voilà, au vu de son parcours. Toutefois, voilà, c'est un constat. Ok, il y a peut-être une autoroute dorée pour certaines personnes qui ont accès à certaines écoles, à certains agents, etc. Ou qui ont de l'argent, tout simplement. Ça, on l'a vu. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on est ordinaire? Qu'est-ce que c'est le message? N'écrivez pas. Absolument pas. Écrivez. L'écriture, ça sauve beaucoup de gens. Ça me sauve moi tous les jours. C'est magique. C'est un peu mon seul plan B dans la vie, même si il est infime comme on l'a vu et qui représente 0,000, je sais pas combien, 1% de chance que ça réussisse. C'est pas grave. Dans tous les cas, je grandis, j'apprends en écrivant. Et j'aime ça. Il faut continuer à essayer d'avoir une variété de voix qui arrive jusqu'à la publication. Et à la lecture aussi. Ça participe aussi le marketing des maisons d'édition. Faut pas seulement marketer ceux pour qui on prend moins de risques financièrement. Écrire, comme tous les arts, c'est un privilège. C'est un privilège de temps et du coup d'argent pour avoir du temps en fait. Pour pas être pris avec un travail qui nous prend trop de temps. C'est un énorme privilège. Il y a notamment Virginia Woolf qui en parle dans son roman Une chambre à soi en 1929, dans lequel elle explique que pour les femmes, pour écrire, idéalement, il faudrait une pièce rien qu'à soi, ce qui est déjà un privilège ultime. Voilà, peu de personnes peuvent avoir ça, je pense. Et également 500 livres de rente. Aujourd'hui, quand on fait la conversion entre son époque et la nôtre, 500 livres de rente, ça équivaut à 52 000 € de revenus par an sans rien faire. Juste comme ça pour avoir le temps d'écrire et la liberté de parole complète par rapport à ce qu'on écrit. Pas essayer d'être en train de chercher la vente ou pour pouvoir dire librement ce qu'on pense des autres. Et donc elle faisait aussi beaucoup de revues littéraires, ce que je suis en train de faire actuellement. Et donc elle dit que pour être vraiment libre dans sa pensée et dans son travail, il faudrait 52 000 € de revenus qui tombent du ciel. Ou comme elle, de l'héritage de sa tante. Bon, ma foi. Ce qui est marrant parce que Madeleine Cash, elle parle aussi de la chance qu'elle a eue d'avoir accès à l'appartement d'une tante, qui n'est pas une tante de sa famille, qui n'est pas une tante de sang. Elle précise dans 2 articles, je crois que j'ai lu, un très très grand appartement à New York, dans lequel elle a pu aller pour rester au calme et travailler sur son roman pendant des périodes plus ou moins longues, sans être dérangée. Privilège ultime. Je veux cette tante. Où est ma tante? Toutefois, c'est pas impossible d'écrire. Loin de là. Personnellement, je fais partie d'un atelier d'écriture à Cologne, avec d'autres amis francophones. Tout le monde a un travail. C'est possible d'écrire à côté d'un travail, c'est juste que ça demande énormément d'énergie et de focus. Et peut-être la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de clarifier, de simplifier son emploi du temps au maximum, de se faire violence pour garder de l'énergie créative, peut-être de le passer en priorité dans sa journée, le matin quand on est encore frais au lieu du soir. De réduire d'autres activités. Malheureusement, il n'y a pas le choix pour se battre, pour garder du temps pour l'écriture. Voilà, aujourd'hui, c'est la chose principale qu'on peut faire et on peut la faire. Et peut-être que quand on est ordinaire, on accumule des expériences intéressantes qui peuvent nous servir dans notre écriture et aussi une certaine hargne et une certaine force qui reste au fond de nous, un petit feu qui grandit, qui fait qu'on va pas lâcher. On aura ce drive-là pour aller jusqu'au bout. Donc, peut-être que ça peut être une force aussi. On se donne de l'espoir comme on peut. Dans tous les cas, ça va demander du courage et beaucoup de travail. Ça, il n'y a pas le choix. Mais c'est possible. Si vous êtes un écrivain ordinaire, si vous êtes une écrivaine ordinaire, s'il vous plaît, continuez. On a besoin de lire vos voix pour grandir. On a besoin de les entendre pour comprendre le monde, pour avoir une vision un peu plus objective de tout ce qui se passe autour de nous. Donc n'arrêtez pas votre travail, gardez votre force et votre courage et s'il vous plaît, continuez d'écrire. Et je dis aussi que c'est possible parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait.
Et pour terminer cette vidéo, c'est ce que je vais vous partager, des romans d'écrivains et d'écrivaines qui ont écrit soit leur premier roman, soit l'intégralité de leur roman, à des moments de leur vie où c'était encore des gens ordinaires. Non pas que je ne vous invite pas à lire Lost Lambs de Madeleine Cash, lisez-le par intérêt, mais je vous invite aussi à lire d'autres voix si ça vous intéresse, et je vous les présente tout de suite. Je vous les mets ici, et ils seront également en description, comme ça vous pourrez retrouver les titres et les auteurs. Sur la France, on a notamment Édouard Louis, qui vient d'un milieu très humble du nord de la France, et qui s'est battue pour avoir accès à la culture. On a également Alice Deniter, Annie Ernaux et on a Virginie Despentes. Voilà, les Français que je peux vous partager, il y en aura d'autres également du côté anglophone. J'espère que cette vidéo et cette analyse vous aura plu. C'est la première que je fais, donc je suis encore un peu débutante dans le genre. Je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter tout ce que j'avais à dire sur ce roman. Et je vous invite fortement à me dire en commentaire tout ce que ça vous fait ressentir cette histoire et qu'on puisse en discuter en commentaire. Les espoirs que vous avez, ce qui vous énerve, parce que là, je connais personne actuellement dans ma vie qui a lu ce roman ou qui s'intéresse à ce sujet-là. Donc, s'il vous plaît, discutons. Ça m'intéresse énormément. Et j'envoie de la force à tous les écrivains et les écrivaines ordinaires. La prochaine vidéo, ça sera sur A Court of Thorn and Roses, à Cotard, pour son petit surnom de Sarah J. Maas. C'est un roman qui est déjà très connu pour le coup, au contraire de Lost Lambs, et que j'ai pas encore lu. Donc je m'intéresse au phénomène dans ma prochaine vidéo. Voilà. Je vous retrouve avec hâte d'ici une ou quelques semaines, parce que je crois que ça va me prendre encore un peu de temps de travailler ça. Et voilà, je vous remercie énormément pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée, continuation de journée, une bonne lecture si vous avez envie de lire suite à cette vidéo. Et voilà, à très bientôt. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner du coup pour pouvoir suivre les prochaines analyses littéraires et de laisser un like si cette vidéo et le travail que j'ai fourni pour cette vidéo vous a plu et vous a paru intéressant. Et un commentaire, voilà, comme je vous ai dit, parce que j'aimerais beaucoup parler de ce que ce sujet évoque chez vous et en commentaire. Et voilà, merci beaucoup, à la prochaine.